Le meilleur des mondes. Chapitre 1. Un bâtiment gris et trapu de 34 étages seulement. Au-dessus de l'entrée principale, les mots « Centre d'incubation et de conditionnement de Londres centrale » et, dans un écusson, la devise de l'État mondial, communauté, identité. Stabilité. L'énorme pièce du rez-de-chaussée était exposée au nord. En dépit de l'été qui régnait au-delà des vitres, en dépit de toute la chaleur tropicale de la pièce elle-même, ce n'était que de maigres rayons d'une lumière crue et froide qui se déversaient par les fenêtres. Les blouses des travailleurs étaient blanches, leurs mains, gantées de caoutchouc pâle, de teinte cadavérique. La lumière était gelée, morte, fantomatique. Ce n'est qu'au cylindre jaune des microscopes qu'elle empruntait un peu de substance riche et vivante, étendue le long des tubes comme du beurre. Et ceci, dit le directeur, ouvrant la porte, c'est la salle de fécondation. Au moment où le directeur de l'incubation et du conditionnement entra dans la pièce, 300 fécondateurs, penchés sur leurs instruments, étaient plongés dans ce silence où l'on ose à peine respirer, dans ce chantonnement ou ce sifflotement inconscient, par quoi se traduit la concentration la plus profonde. Une bande d'étudiants nouvellement arrivés, très jeunes, roses et imberbes, se pressait, pénétrés d'une certaine appréhension, voire de quelque humilité, sur les talons du directeur. Chacun de porter un cahier de notes, dans lequel, chaque fois que le grand homme parlait, il griffonnait désespérément. Le DIC de Londres centrale s'attachait toujours à faire faire à ses nouveaux étudiants, sous sa conduite personnelle, le tour des divers services. Simplement pour vous donner une idée d'ensemble, leur expliquait-il. Car il fallait, bien entendu, qu'ils eussent un semblant d'idée d'ensemble, si l'on voulait qu'ils fissent leur travail intelligemment, et cependant qu'ils en eussent le moins possible, si l'on voulait qu'ils fussent plus tard des membres convenables et heureux de la société. Car les détails, comme chacun le sait, conduisent à la vertu et au bonheur, les généralités sont, au point de vue intellectuel, des mots inévitables. Ce ne sont pas les philosophes, mais bien ceux qui s'adonnent au bois découpé et aux collections de timbres, qui constituent l'armature de la société. Demain, ajoutait-il, leur adressant un sourire empreint d'une bonhomie légèrement menaçante, vous vous mettrez au travail sérieux.
Vous n'aurez pas de temps à consacrer aux généralités. D'ici là. D'ici là, c'était un privilège. De la source même, droit au cahier de notes. Les jeunes gens griffonnaient fébrilement. Grand, plutôt maigre, mais bien droit, le directeur s'avança dans la pièce. Il avait le menton allongé et les dents fortes, un peu proéminentes, que parvenait tout juste à recouvrir, lorsqu'il ne parlait pas, ses lèvres pleines à la courbe fleurie. Vieux, jeune, 30 ans, 50, 55. C'était difficile à dire. Et, au surplus, la question ne se posait pas, dans cette année de stabilité, cette année 632 de nom féminin, il ne venait à l'idée de personne de la poser. Je vais commencer par le commencement, dit le DIC, et les étudiants les plus zélés notèrent son intention dans leur cahier, commencer au commencement. Ceci, il agita la main, ce sont les couveuses. Et, ouvrant une porte de protection thermique, il leur montra des porte-tubes empilés les uns sur les autres et pleins de tubes à essai numérotés. L'approvisionnement d'ovules pour la semaine. Maintenu, expliqua-t-il, à la température du sang, tandis que les gamètes mâles, et il ouvrit alors une autre porte, doivent être gardées à 35 degrés, au lieu de 37. La pleine température du sang stérilise. Des béliers, enveloppés de thermogènes, ne procréent pas d'agneaux. Toujours appuyé contre les couveuses, il leur servit, tandis que les crayons couraient illisiblement d'un bord à l'autre des pages, une brève description du procédé moderne de la fécondation. Il parla d'abord, bien entendu, de son introduction chirurgicale, cette opération subie volontairement pour le bien de la société, sans compter qu'elle comporte une prime se montant à 6 mois d'appointement. Il continua par un exposé sommaire de la technique de la conservation de l'ovaire excisé à l'état vivant et en plein développement. Passa à des considérations sur la température, la salinité, la viscosité optima. Fit allusion à la liqueur dans laquelle on conserve les ovules détachés et venus à maturité. Et, menant ses élèves aux tables de travail, leur montra effectivement comment on retirait cette liqueur des tubes à essai.
Comment on la faisait tomber goutte à goutte sur les lames de verre pour préparation microscopique spécialement tiédie. Comment les ovules qu'elle contenait étaient examinés au point de vue des caractères anormaux, comptés, et transférés dans un récipient poreux. Comment et il les emmena alors voir cette opération. Ce récipient était immergé dans un bouillon tiède contenant des spermatozoïdes qui y nageaient librement, à la concentration minima de 100 000 par centimètre cube, insista-t-il. Et comment, au bout de 10 minutes, le vase était retiré du liquide et son contenu examiné de nouveau. Comment, s'il y restait des ovules non fécondés, on l'immergeait une deuxième fois, et, si c'était nécessaire, une troisième. Comment les ovules fécondés retournaient aux couveuses. Où les alphas et les bêtas demeuraient jusqu'à leur mise en flacon définitive. Tandis que les gamma, les delta et les epsilon en étaient extraits, au bout de 36 heures seulement, pour être soumis au procédé Bokanovsky. Au procédé Bokanovsky, répéta le directeur, et les étudiants soulignèrent ces mots dans leur calepin. Un œuf, un embryon, un adulte, c'est la normale. Mais un œuf bokanovskifié a la propriété de bourgeonner, de proliférer, de se diviser. De 8 à 96 bourgeons, et chaque bourgeon deviendra un embryon parfaitement formé, et chaque embryon, un adulte de taille complète. On fait ainsi pousser 96 êtres humains là où il n'en poussait autrefois qu'un seul. Le progrès. La bokanovskification, dit le DIC pour conclure, consiste essentiellement en une série d'arrêts du développement. Nous enrayons la croissance normale, et, assez paradoxalement, l'œuf réagit en bourgeonnant. Réagit en bourgeonnant. Les crayons s'affairèrent. Il tendit le bras. Sur un transporteur à mouvement très lent, un porte-tube plein de tubes à essai pénétrait dans une grande caisse métallique, un autre en sortait. Il y avait un léger ronflement de machine. Les tubes mettaient 8 minutes à traverser la caisse de bout en bout, leur expliquait-il. Soit 8 minutes d'exposition aux rayons durs, ce qui est à peu près le maximum que puisse supporter un œuf.
Un petit nombre mourait, des autres, les moins influencés se divisaient en deux, la plupart proliféraient en 4 bourgeons, quelques-uns, en 8, tous étaient renvoyés aux couveuses, où les bourgeons commençaient à se développer, puis, au bout de 2 jours, on les soumettait soudain au froid et à l'arrêt de croissance. En 2, en 4, en 8, les bourgeons bourgeonnaient à leur tour, puis, ayant bourgeonné, ils étaient soumis à une dose d'alcool presque mortelle. En conséquence, ils proliféraient de nouveau, et, ayant bourgeonné, on les laissait alors se développer en paix, bourgeons des bourgeons des bourgeons, tout nouvel arrêt de croissance étant généralement fatal. À ce moment, l'œuf primitif avait de fortes chances de se transformer en un nombre quelconque d'embryons compris entre 8 et 96, ce qui est, vous en conviendrez, un perfectionnement prodigieux par rapport à la nature. Des jumeaux identiques, mais non pas en maigre groupe de 2 ou 3, comme au jour ancien de reproduction vivipare, alors qu'un œuf se divisait parfois accidentellement, mais bien par douzaines, par vingtaines, d'un coup. Par vingtaine, répéta le directeur, et il écarta les bras, comme s'il faisait des libéralités à une foule. Par vingtaine. Mais l'un des étudiants fut assez sot pour demander en quoi résidait l'avantage. Mon bon ami. Le directeur se tourna vivement vers lui. Vous ne voyez donc pas? Vous ne voyez pas? Il leva la main, il prit une expression solennelle. Le procédé Bokanovsky est l'un des instruments majeurs de la stabilité sociale. Instrument majeur de la stabilité sociale. Des hommes et des femmes conformes au type normal, en groupes uniformes. Tout le personnel d'une petite usine constituée par les produits d'un seul œuf bokanovskifié. 96 jumeaux identiques faisant marcher 96 machines identiques. Sa voix était presque vibrante d'enthousiasme. On sait vraiment où l'on va. Pour la première fois dans l'histoire. Il cita la devise planétaire, communauté, identité, stabilité. Des mots grandioses. Si nous pouvions bokanovskifier indéfiniment, tout le problème serait résolu. Résolu par des gammas du type normal, des deltas invariables, des epsilons uniformes. Des millions de jumeaux identiques.
Le principe de la production en série appliqué enfin à la biologie. Mais, et là, le directeur hocha la tête, nous ne pouvons pas bokanovskifier indéfiniment. 96, telle semblait être la limite, 72, une bonne moyenne. Fabriquer, avec le même ovaire et les gamètes du même mâle, autant de groupes que possible de jumeaux identiques, c'était là ce qu'il pouvait faire de mieux, un mieux qui n'était malheureusement qu'un pis-aller. Et cela, c'était déjà difficile. Car, dans la nature, il faut 30 ans pour que 200 ovules arrivent à maturité. Mais notre tâche, c'est de stabiliser la population en ce moment, ici, maintenant. Produire des jumeaux au compte-gouttes tout au long d'un quart de siècle, à quoi cela servirait-il? Manifestement, cela ne servirait absolument de rien. Mais la technique de Podsnap avait immensément accéléré le processus de la maturation. On pouvait s'assurer au moins 150 mûres en l'espace de 2 ans. Que l'on féconde et que l'on bokanovskifie, en d'autres termes, qu'on multiplie par 72, et l'on obtient une moyenne de presque 11 000 frères et sœurs dans 150 groupes de jumeaux identiques, tous du même âge, à 2 ans près. Et dans des cas exceptionnels, nous pouvons nous faire livrer par un seul ovaire plus de 15 000 individus adultes. Faisant signe à un jeune homme blond au teint vermeil qui passait par hasard à ce moment, Mr. Foster, appela-t-il. Pourriez-vous nous indiquer le chiffre maximum obtenu d'un seul ovaire, Mr. Foster? 16 012, dans ce centre-ci, répondit Mr. Foster sans aucune hésitation. Il parlait très vite, avait l'œil bleu et vif, et prenait un plaisir évident à citer des chiffres. 16 012, en 189 groupes d'identiques. Mais, bien entendu, on a fait beaucoup mieux, continua-t-il vigoureusement, dans quelques-uns des centres tropicaux. Singapour en a souvent produit plus de 16 500, et Mombasa a effectivement atteint les 17 000. Mais c'est qu'ils sont injustement privilégiés, aussi. Il faut voir comment un ovaire de noir réagit au liquide pituitaire. Il y a là de quoi vous étonner, quand on est habitué à travailler sur des matériaux européens.
Néanmoins, ajouta-t-il en riant, mais l'éclair de la lutte était dans ses yeux, et le soulèvement de son menton était un défi. Néanmoins, nous avons l'intention de les dépasser s'il y a moyen. Je travaille en ce moment sur un merveilleux ovaire de delta-. Il n'a que 18 mois, tout juste. Plus de 12 700 enfants déjà, soit décantés, soit en embryon. Et il en veut encore. Nous arriverons encore à les battre. Voilà l'état d'esprit qui me plaît, s'écria le directeur, et il donna une tape sur l'épaule de Mr. Foster. Venez donc avec nous, et faites profiter ces gamins de votre savoir d'expert. Mr. Foster sourit modestement. Avec plaisir. Ils le suivirent. Dans la salle de mise en flacon, tout était agitation harmonieuse et activité ordonnée. Des plaques de péritoine de truie, toutes coupées aux dimensions voulues, arrivaient continuellement, dans de petits monte-charges, du magasin aux organes dans le sous-sol. BZZZ, et puis flac. Les portes du monte-charge s'ouvraient toutes grandes, le garnisseur de flacon n'avait qu'à allonger la main, prendre la plaque, l'introduire, aplatir les bords, et avant que le flacon ainsi garni eût le temps de s'éloigner hors de la portée le long du transporteur sans fin, BZZZ, flac. Une autre plaque de péritoine était montée vivement des profondeurs souterraines, prête à être introduite dans un autre flacon, le suivant dans cette lente procession interminable sur le transporteur. Après les garnisseurs il y avait les immatriculeurs. Un à un, les œufs étaient transférés de leur tube à essai dans les récipients plus grands. Avec dextérité, la garniture de péritoine était incisée, la morulaille était mise en place, la solution saline y était versée, et déjà le flacon était passé plus loin, et c'était au tour des étiqueteurs. L'hérédité, la date de fécondation, les indications relatives au groupe Bokanovski, tous les détails étaient transférés de tube à essai à flacon. Non plus anonyme, mais nommé, identifié, la procession reprenait lentement sa marche à travers une ouverture de la cloison, sa marche pour entrer dans la salle de prédestination sociale. « 88 mètres cubes de fiches sur carton, dit Mr. Foster avec un plaisir manifeste, comme ils entraient.
contenant tous les renseignements utiles, ajouta le directeur. Mis à jour tous les matins. Tant d'individus, de telle et telle qualité, dit Mr. Foster. Répartis en telle et telle quantité. Le pourcentage de décantation optimum à n'importe quel moment donné. Les pertes imprévues étant promptement compensées. Promptement, répéta Mr. Foster. Si vous saviez combien j'ai dû faire d'heures supplémentaires après le dernier tremblement de terre au Japon. Il eut un rire de bonne humeur et hocha la tête. Les prédestinateurs envoient leurs chiffres aux fécondateurs. Qui leur donne les embryons qu'ils demandent. Et les flacons arrivent ici pour être prédestinés en détail. Après quoi, on les descend au dépôt des embryons. Où nous allons maintenant nous rendre nous-mêmes. Et, ouvrant une porte, Mr. Foster se mit à leur tête pour descendre un escalier et les mener au sous-sol. La température était encore tropicale. Ils descendirent dans une pénombre qui s'épaississait. Deux portes et un couloir à double tournant protégeaient la cave contre toute infiltration possible du jour. Les embryons ressemblent à une pellicule photographique, dit Mr. Foster d'un ton badin, ouvrant la seconde porte d'une poussée. Ils ne peuvent supporter que la lumière rouge. Et en effet l'obscurité, où régnait une chaleur lourde dans laquelle les étudiants le suivirent alors, était visible et cramoisie, comme, par un après-midi d'été, l'obscurité perçue sous les paupières closes. Les flancs bombés des flacons qui s'alignaient à l'infini, rangées sur rangées, étage sur étage, étincelaient en rubis innombrables, et parmi les rubis se déplaçaient les spectres rouges et vagues d'hommes et de femmes aux yeux pourprés, aux faces rutilantes de loups piques. Un bourdonnement, un fracas de machines, imprimaient à l'air un léger frémissement. Donnez-leur quelques chiffres, Mr. Foster, dit le directeur, qui était fatigué de parler. Mr. Foster n'était que trop heureux de les leur donner. 220 mètres de long, 200 de large, 10 de haut. Il tendit la main en l'air. Comme des poulets qui boivent, les étudiants levèrent les yeux vers le plafond lointain.
3 étages de porte-flacons, au niveau du sol, première galerie, deuxième galerie. La charpente métallique, légère comme une toile d'araignée, des galeries superposées, se perdait dans toutes les directions jusque dans l'obscurité. Près d'eux, 3 fantômes rouges étaient activement occupés à décharger des daméjanes qu'ils enlevaient d'un escalier mobile. L'escalator, partant de la salle de prédestination sociale. Chaque flacon pouvait être placé sur l'un d'entre 15 porte-bouteilles, dont chacun, bien qu'on ne pût s'en apercevoir, était un transporteur avançant à la vitesse de 33 cm un tiers à l'heure. « 267 jours à raison de 8 mètres par jour. » 2136 mètres en tout. Un tour de la cave au niveau du sol, un autre sur la première galerie, la moitié d'un autre sur la seconde, et, le 267e matin, la lumière du jour dans la salle de décantation. Dès lors, l'existence indépendante, ainsi dénommée. Mais, dans cet intervalle de temps, dit Mr. Foster pour conclure, nous avons réussi à leur faire pas mal de choses. Oh, beaucoup de choses. Son rire était averti et triomphant. Voilà l'état d'esprit qui me plaît, dit de nouveau le directeur. Faisons le tour. Donnez-leur toutes les explications, Mr. Foster. Mr. Foster les leur donna congrument. Il leur parla de l'embryon, se développant sur son lit de péritoine. Il leur fit goûter le riche pseudo-sang dont il se nourrit. Il expliqua pourquoi il avait besoin d'être stimulé par de la placentine et de la thyroxine. Il leur parla de l'extrait de corpus luteum. Il leur montra les ajutages par lesquels, à tous les 12 mètres entre 0 et 2040, il est injecté automatiquement. Il parla de ces doses graduellement croissantes de liquide pituitaire administrées au cours des 96 derniers mètres de leur parcours. Il décrivit la circulation maternelle artificielle installée sur chaque flacon au mètre 112, leur montra le réservoir de pseudo-sang, la pompe centrifuge qui maintient le liquide en mouvement au-dessus du placenta et le chasse à travers le poumon synthétique et le filtre à déchets.
Il dit un mot de la tendance fâcheuse de l'embryon à l'anémie, des doses massives d'extrait d'estomac de porc et de foie de poulain fœtal qu'il est nécessaire, en conséquence, de lui fournir. Il leur montra le mécanisme simple au moyen duquel, pendant les 2 derniers mètres de chaque parcours de nuit, on secoue simultanément tous les embryons pour les familiariser avec le mouvement. Il fit allusion à la gravité de ce qu'on appelle le traumatisme de décantation, et énuméra les précautions prises afin de réduire au minimum, par un dressage approprié de l'embryon en flacon, ce choc dangereux. Il leur parla des épreuves de sexe effectuées au voisinage du mètre 200. Il expliqua le système d'étiquetage, un T pour les mâles, un cercle pour les femelles, et pour ceux qui étaient destinés à devenir des neutres, un point d'interrogation, noir sur un fond blanc. Car, bien entendu, dit Mr. Foster, dans l'immense majorité des cas, la fécondité est tout bonnement une gêne. Un ovaire fertile sur 1200, voilà qui serait largement suffisant pour nos besoins. Mais nous désirons avoir un bon choix. Et, bien entendu, il faut toujours conserver une marge de sécurité énorme. Aussi laissons-nous se développer normalement jusqu'à 30% des embryons femelles. Les autres reçoivent une dose d'hormones sexuelles mâles à tous les 24 mètres pendant le reste du parcours. Résultat, quand on les décante, ils sont neutres, absolument normaux au point de vue de la structure, sauf, fut-il obligé de reconnaître, qu'ils ont, il est vrai, un rien de tendance à la croissance d'une barbe, mais stérile. Garantie stérile. Ce qui nous amène enfin, continua Mr. Foster, à quitter le domaine de la simple imitation stérile de la nature, pour entrer dans le monde beaucoup plus intéressant de l'invention humaine. Il se frotta les mains. Car, bien entendu, on ne se contentait pas de couver simplement des embryons, cela, n'importe quelle vache est capable de le faire. En outre, nous prédestinons et conditionnons. Nous décantons nos bébés sous forme d'êtres vivants socialisés, sous forme d'alpha ou d'epsilon, de futurs vidangeurs ou de futurs. Il était sur le point de dire futurs administrateurs mondiaux, mais, se reprenant, il dit futurs directeurs de l'incubation. Le DIC fut sensible au compliment, qu'il reçut avec un sourire.
Ils en étaient au mètre 320 sur le porte-bouteille numéro 11. Un jeune mécanicien bêta- était occupé à travailler avec un tournevis et une clé anglaise à la pompe à pseudo-sang d'un flacon qui passait. Le ronflement du moteur électrique devenait plus grave par fraction de ton, tandis qu'il vissait les écrous. Plus grave, plus grave. Une torsion finale, un coup d'œil sur le compteur de tours, et il eut terminé. Il avança de 2 pas le long de la rangée et recommença la même opération sur la pompe suivante. Il diminue le nombre de tours à la minute, expliqua Mr. Foster. Le pseudo-sang circule plus lentement, il passe par conséquent dans les poumons à intervalles plus longs, il donne par suite à l'embryon moins d'oxygène. Rien de tel que la pénurie d'oxygène pour maintenir un embryon au-dessous de la normale. Mais pourquoi voulez-vous maintenir l'embryon au-dessous de la normale, demanda un étudiant ingénu. Kellan, dit le directeur, rompant un long silence. Ne vous est-il jamais venu à l'idée qu'il faut à un embryon d'epsilon un milieu d'epsilon, aussi bien qu'une hérédité d'epsilon? Cela ne lui était évidemment pas venu à l'idée. Il fut couvert de confusion. Plus la caste est basse, dit Mr. Foster, moins on donne d'oxygène. Le premier organe affecté, c'est le cerveau. Ensuite le squelette. À 70% d'oxygène normal, on obtient des nains. À moins de 70%, des monstres sans yeux. Lesquels ne sont absolument d'aucune utilité, dit Mr. Foster pour conclure. Tandis que, sa voix se fit confidentielle, avide d'exposer ce qu'il avait à dire, si l'on pouvait découvrir une technique pour réduire la durée de maturation, quel bienfait ce serait pour la société. Considérez le cheval. Ils le considérèrent. Mûr à 6 ans, l'éléphant à 10. Alors qu'à 13 ans un homme n'est pas encore mûr sexuellement, et n'est adulte qu'à 20 ans. D'où, bien entendu, ce fruit du développement retardé, l'intelligence humaine. Mais chez les epsilons, dit fort justement Mr. Foster, nous n'avons pas besoin d'intelligence humaine.
On n'en a pas besoin, et on ne l'obtient pas. Mais, bien que chez l'epsilon l'esprit soit mûr à 10 ans, il en faut 18 avant que le corps soit propre au travail. Que de longues années d'immaturité, superflues et gaspillées. S'il était possible d'accélérer le développement physique jusqu'à le rendre aussi rapide, mettons que celui d'une vache, quelle économie énorme il en résulterait pour la communauté. Énorme, murmurèrent les étudiants. L'enthousiasme de Mr. Foster était contagieux. Ses explications se firent plus techniques, il parla de la coordination anormale des endocrines qui fait que les hommes croissent si lentement, il admit, pour l'expliquer, une mutation germinale. Peut-on détruire les effets de cette mutation germinale? Peut-on faire régresser l'embryon d'epsilon, au moyen d'une technique appropriée, jusqu'au caractère normal qui existe chez les chiens et les vaches? Tel était le problème. Et il était sur le point d'être résolu. Pilkington, à Mombasa, avait produit des individus qui étaient sexuellement mûrs à 4 ans, et de taille adulte à 6 ans et demi. Triomphe scientifique, mais socialement sans utilité. Des hommes et des femmes de 6 ans et demi étaient trop bêtes pour accomplir même le travail d'Epsilon. Et le processus était du type tout ou rien, ou bien l'on ne réussissait à modifier rien du tout, ou bien l'on modifiait complètement. On essayait encore de trouver le compromis idéal entre des adultes de 20 ans et des adultes de 6 ans. Jusqu'à présent, sans succès. Mr. Foster soupira et hocha la tête. Leur pérégrination parmi la pénombre cramoisie les avait amenés au voisinage de mètre 170 sur le porte-bouteille numéro 9. À partir de ce point, le porte-bouteille numéro 9 disparaissait dans une gaine, et les flacons accomplissaient le restant de leur trajet dans une sorte de tunnel, interrompu çà et là par des ouvertures de 2 ou 3 mètres de large. Le conditionnement à la chaleur, dit Mr. Foster. Des tunnels chauds alternés avec des tunnels rafraîchis. La fraîcheur était alliée à d'autres désagréments sous forme de rayons X durs. Lorsqu'il en arrivait à être décanté, les embryons avaient horreur du froid.
Ils étaient prédestinés à émigrer dans les tropiques, à être mineurs, tisserands de soie à l'acétate et ouvriers dans les aciéries. Plus tard, leur esprit serait formé de façon à confirmer le jugement de leur corps. Nous les conditionnons de telle sorte qu'ils se portent bien à la chaleur, dit Mr. Foster en conclusion. Nos collègues là-haut leur apprendront à l'aimer. Et c'est là, dit sentencieusement le directeur, en guise de contribution à cet exposé, qu'est le secret du bonheur et de la vertu, aimer ce qu'on est obligé de faire. Tel est le but de tout conditionnement, faire aimer aux gens la destination sociale à laquelle ils ne peuvent échapper. Dans un intervalle entre deux tunnels, une infirmière était en train de sonder délicatement, au moyen d'une seringue longue et fine, le contenu gélatineux d'un flacon qui passait. Les étudiants et leurs guides s'arrêtèrent pour la regarder quelques instants en silence. Eh bien, Lénina, dit Mr. Foster, lorsqu'enfin elle dégagea la seringue et se releva. La jeune fille se retourna avec un sursaut. On voyait qu'elle était exceptionnellement jolie, bien que l'éclairage lui fît un masque de lupus et des yeux pourprés. Henri, son sourire lui décocha un éclair rouge, une rangée de dents de corail. Charmante, charmante, murmura le directeur, et, lui donnant 2 ou 3 petites tapes, il reçut en échange, pour sa part, un sourire un peu déférent. Qu'est-ce que vous leur donnez là? Demanda Mr. Foster, imprimant à sa voix un ton fort professionnel. Oh, la typhoïde est la maladie du sommeil habituel. Les travailleurs des tropiques commencent à subir des inoculations au mètre 150, expliqua Mr. Foster aux étudiants. Les embryons ont encore des branchies, comme les poissons. Nous immunisons le poisson contre les maladies de l'homme à venir. Puis, se retournant vers Lénina, 5h moins 10 sur le toit, ce soir, dit-il, comme d'habitude. Charmante, dit le directeur une fois de plus, et, avec une petite tape finale, il s'éloigna derrière les autres. Sur le porte-bouteille numéro 10, des rangées de travailleurs des industries chimiques de la génération à venir étaient dressés à supporter le plomb, la soude caustique, le goudron, le chlore.
Le premier d'un groupe de 250 mécaniciens embryonnaires d'avions-fusées passait précisément devant le repère du mètre 1100 sur le porte-bouteille numéro 3. Un mécanisme spécial maintenait leur récipient en rotation constante. Pour améliorer chez eux le sens de l'équilibre, expliqua Mr. Foster. Effectuer des réparations à l'extérieur d'un avion-fusée en plein air, c'est un travail délicat. Nous ralentissons la circulation quand ils sont en position normale, de façon qu'ils soient à moitié affamés, et nous doublons l'afflux de pseudosang quand ils sont la tête en bas. Ils apprennent à associer le renversement avec le bien-être. En fait, ils ne sont véritablement heureux que lorsqu'ils se tiennent sur la tête. Et maintenant, reprit Mr. Foster, je voudrais vous montrer un conditionnement très intéressant pour intellectuel alpha+. Nous en avons un groupe important sur le porte-bouteille numéro 5. Au niveau de la première galerie, cria-t-il à deux gamins qui s'étaient mis à descendre au rez-de-chaussée. Ils sont aux environs du mètre 900, expliqua-t-il. On ne peut, en somme, effectuer aucun conditionnement utile avant que les fœtus aient perdu leur queue. Suivez-moi. Mais le directeur avait regardé sa montre. 3h moins 10, dit-il. Je crains que nous n'ayons pas de temps à consacrer aux embryons intellectuels. Il faut que nous montions aux pouponnières avant que les enfants aient fini leur sieste d'après-midi. Mr. Foster fut déçu. Au moins un coup d'œil sur la salle de décantation, supplia-t-il. Allons, soit. Le directeur sourit avec indulgence. Rien qu'un coup d'œil.